Bonsoir mesdames. Bonsoir messieurs. Je pense que vous avez déjà vu s'afficher longuement la citation du jour, puisqu'il y en a donc une à chaque cours, qui est une citation de Glenn Gould, que je dédie spécialement à mon ami Gilles Grand, qui sait de quoi je parle. Pour bien jouer du piano, il faut jouer à côté du piano. Alors, aujourd'hui, le piano, et particulièrement les études de piano. Nous aurons sur scène ce soir ma très grande amie Vanessa Wagner, qui est aussi une très grande pianiste, qui est probablement la seule à pouvoir faire de la musique avant même de jouer la note. Et je suis sérieux. Hein. Alors, au programme, si je puis dire, les études. J'ai écrit un cycle d'études pour piano, se répartit sur plusieurs années, c'est-à-dire que j'ai écrit cela sur une période de... On verra les dates tout à l'heure. J'ai heureusement la bonne habitude d'oublier à peu près tout ce qui concerne ma biographie privée, et en tout cas, et même musicale. Et j'ai donc créé ce cycle de 7 études qui est d'une durée avoisinant l'heure. Hein, ça dure 1 heure. Donc on va aborder non seulement ces pièces, mais aussi les problèmes corollaires et afférents à la composition de cette pièce. J'ajoute que ce cours est en quelque sorte... non pas la suite, mais enfin reprendra certains des éléments importants du cours précédent, en particulier tout ce qui est relatif à la morphogénèse. Alors pourquoi études ? À la vérité, je me le suis également demandé. Bien sûr, il y avait les études de Ligeti, les célèbres études de Ligeti, c'était déjà sans doute un modèle, non pas par fusion de questions similaires ou de styles, mais surtout pour le découpage de la forme, la vitesse, tout ça, etc. Il est vrai que les études de Ligeti sont une œuvre extraordinaire et extrêmement importante dans l'histoire du piano, tout court, dans l'histoire du piano, et qu'il est certain que je connaissais parfaitement ces musiques lorsque j'ai abordé ce cycle. Mais en ce qui concerne ma question, il s'agissait d'études de forme et de composition, c'est-à-dire d'études pour moi. Comment étudier à composer ça ? C'est-à-dire, comment puis-je faire ? Chacune de ces études étudie donc une question spécifique de forme dont j'ai abordé quelques caractéristiques propres à la morphogénèse lors de mon dernier cours. Elles sont toutes différentes, et pourtant un petit peu de chacune d'elles se retrouve assemblé dans une autre. Ce qui relie les études est la différence d'allure, pas de vitesse. Ce n'est pas la vitesse qui m'intéresse, c'est l'allure. C'est-à-dire, ces allures sont reliées par leur dissemblance. Et là, nous abordons le thème du cours qui est composé-relié. Alors, relié, c'est un paradoxe, certes, mais c'est pour cette raison, enfin, reliées par leur dissemblance, disais-je, mais c'est pour cette raison qu'elles sont et différentes et semblables dans leur ton. Mais de quel ton s'agit-il ? Le ton, c'est l'essence des données psychologiques qui animent et fondent les allures de la matière. Ainsi, dans ces études, il y a quelque chose qui, à la fin, advient comme une tristesse. Le piano devint, en effet, pour moi, l'instrument d'un affect mystérieux, presque banal pour l'auditeur, puisqu'il connaît en général fort bien cette question. Lorsqu'il écoute la musique, on va quelquefois chercher ce sentiment-là, mais assez peu compréhensible, au fond, dans la musique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment cela est produit. Il faudrait sans doute aller voir du côté des neurosciences afin de percer les mystères de la tristesse. J'ai récemment appris que cette nouvelle et très passionnante science arrivait à différencier le gai du triste à une distance de temps équivalente à 250 millisecondes. Au début des études, il y a comme un abandon. Je vais vous faire entendre cette idée de l'abandon en conviant Vanessa à monter sur le plateau.
Elle va vous jouer quelques mesures, le tout début de ce cycle. Ce cycle commence ainsi, par un abandon. À peine commencé, cela semble s'arrêter. À d'autres fois, dans les études 1, 3, 6, 7, la musique tentera de s'arrêter. Dès le début, c'est épuisé. Il y a quelque chose qui sonne comme épuisé. Tout comme les deux personnages de mon opéra Passion, dont je vous parle à chaque cours, la tristesse fut à l'orée du projet Études pour piano. Ainsi, il s'agissait d'assembler et de rejoindre cette zone d'ombre qu'est la tristesse. Mais c'est quoi la tristesse? Eh bien, c'est déjà aussi, ou probablement, un abandon, comme s'il s'agissait d'en finir tout de suite avec cette question. Alors, il fallut reconstruire ce lien perdu, relier, aller au lien, rejointer, fusionner par annexion progressive. Un abandon comme s'il s'agissait d'en finir encore tout de suite avec ce sentiment. Quelque chose dans ce projet pour piano, celui-là précisément, se perd et immédiatement abandonne. Ce sera pourtant comme ça que ça commence. Dans Passion, cet opéra dont je vous parle à chaque fois, disais-je, comme un détour, j'aborderai du reste la question du détour la semaine prochaine, il y a donc deux personnages, lui et elle. Enfin, plus exactement, Louis et Lei, parce que c'est écrit en italien, je vous expliquerai pourquoi plus tard, je veux dire dans les séances consacrées à l'opéra. Alors, ils ne s'écartent pas l'un de l'autre, non, c'est même tout le contraire. Mais ils sont progressivement dévorés par une immense et radieuse tristesse, comme une illumination qui dépasse leur propre destin, parce que l'histoire, leur histoire, d'avant eux-mêmes, leur histoire originelle les abandonne. C'est donc un abandon, et ça, c'est aussi une forme. On pourra suivre dans le texte de Passion cette lente dissolution, parce qu'il parle sans cesse, sans vraiment communiquer, encore qu'il conviendra d'entendre ce que la musique en pense. Par son essence irrémédiablement symphonique, c'est-à-dire étymologiquement être ensemble, la musique sera capable de relier ces deux êtres par l'essence de son langage, ou plus exactement de sa grammaire, même si tout les oppose dans un texte chanté. Ce qui est dit ne doit jamais être confondu avec ce qui est entendu. On pourrait par exemple, ce serait amusant de l'imaginer, faire chanter deux personnes qui se disputent violemment sans que jamais la musique ne le signifie. Mais cet opéra en train de se faire n'est pas un opéra sur les affres de la vie de couple. Non, je vous rassure. C'est comme dans Orphée, mais à l'envers. Cet opéra sera l'histoire d'une tristesse ancienne, d'une route jamais parcourue, d'un chemin jamais pris, tant il se laisse envahir par les doutes, les autres et les bifurcations. Et ici, j'ai noté en bas de page, les psychanalystes vont se régaler. Voilà, c'est encore un chemin qui ne mène nulle part. Un chemin où l'on ne va jamais droit, où l'on ne prend que des sentiers sur le côté, et ça n'avance jamais. Bien au contraire, ça va derrière, ça fléchit, ça abandonne. La forme retourne à reculons par un chemin qu'elle ne devait jamais prendre. En fait, je reconstitue le chemin arrière. C'est une forme à l'envers. Voilà, ça c'est intéressant, une forme à l'envers. Rétroactive, en somme. J'en avais parlé dans ma leçon inaugurale. Composée à l'envers. Mais la musique est condamnée au temps, tout du moins à la durée. Elle en est même inguérissable.
vous ai déjà parlé des gauchissements de l'espace que j'opère dans ma musique. Ces espaces sont rétrogrades et asymétriques. Un peu comme cette photo que je vous avais montrée et qui ne laissait pas supposer son espace de jaillissement réel. C'est-à-dire que l'on se demandait, mais quel est cet espace? D'où vient-il? Car tout semblait inverse. Et puis à la fin, alors que nous pensions trouver une solution pour l'œil, c'est-à-dire pour l'intelligence, tout à coup, on ne comprenait plus, alors que la solution était si simple. Et à ce cours du 9 février, je vous disais, oui, sur ce sujet, en musique, nous sommes peut-être vraiment libres, car nous pouvons changer l'angle de la projection des idées, voire même toute la disposition du réel. Mais il y a peu de réel en musique, et du reste, y en a-t-il jamais eu? Justement, au sujet du réel, nous y sommes. Le piano. Je n'avais jamais écrit pour le piano. Il n'y avait rien, car longtemps, je n'ai pas écrit pour le piano. Sans doute, j'en avais un peu assez de ce piano qui m'avait chassé de lui-même, renvoyé tant de doutes et d'échecs. Et puis il est revenu, par le corps. Cela fut pour moi quelque chose qui revint par le corps, dedans le corps. Mais pour envisager cette question du piano, il fallait préalablement reconquérir quelque chose de ce corps absent, abandonné du piano. C'est pour ça que ces études se sont d'abord construites sur des micro-gestes, des à-coups brefs, des sons longs qui hésitent, des postures et des pantomimes de pianistes. Un peu une rééducation. Car c'était bien un problème, ce piano, vous ne pouvez pas savoir. Ce n'était pas seulement une question, c'était vraiment un problème, à tel point que même aujourd'hui encore, je n'ai pas de piano. Mais au fond, tout existait déjà, tout continuait à exister, même sans piano. Et je souris toujours quand les pianistes me disent que ma musique de piano est pensée pour le piano. Oui, parce que je n'ai pas de piano. Mais les pianistes, eux, ils sentent ça, ils sentent l'image mentale de la main dans ma musique de piano. Certains, enfin, les plus aimables, m'ont quelquefois dit « il y a la main, c'est difficile, mais il y a la main ». Ils sont gentils de me dire ça, c'est très agréable, bien sûr. Et alors, ils croient que je joue d'abord ça avant de l'écrire. Et non, c'est pas vrai, je ne joue jamais ma musique pour piano, parce que je ne sais pas la jouer, et même si je savais, ou plutôt si je pouvais, je n'ai pas de piano pour la jouer. Et même si un piano se présente comme ça, au hasard d'une répétition, un piano abandonné sur une scène où on jouerait ma musique pour orchestre, par exemple, eh bien, je ne sais pas en jouer. Mais la main, oui, la main, c'est dans la tête. Et là, je me souviens de tout. Oui, c'est comme si la main était vraiment dans ma tête. Je sais toujours un peu où poser les doigts, même si les pianistes peuvent, à juste raison, ne pas toujours trouver ça très pratique. Mais Beethoven non plus, c'est pas très pratique à jouer. Ça tombe pas sous les doigts, Beethoven. Alors, par chance, je ne suis pas Beethoven. C'est dommage pour moi, mais en revanche, j'ai quelques idées sur la main et le piano. Mais avant d'écrire pour le piano, j'avais aussi des idées sur le piano. Par exemple, ça va pas, j'y arriverai pas, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas, c'est pas possible, ça rentre pas dans ma musique. Avant le piano, ma musique était conçue avec beaucoup de lignes, un peu en pente. On le verra avec les quatuors à cordes, dans 2 semaines. Avec des micro-intervalles. Ça devait sonner entre les notes. Ça glissait dans tous les sens, mais avec des pentes courtes, très articulées dans leur dynamique, des changements de timbre subis, mélangés à des rythmes impossibles. Mais bon, ça se faisait quand même. Et même, ça continue encore. Ma musique se constitue avec ces éléments de vocabulaire. Mais avec le piano, tout ça, ce n'est pas possible. Le piano, c'est pas pareil. On ne peut pas le plier comme ça. Et entre les notes du piano, il n'y a pas d'autre son. Il n'y a pas d'autres notes entre les notes, des notes du piano. On peut créer une illusion, mais on ne peut pas glisser entre les notes non plus. Il faut suivre le piano, c'est comme un escalier. Ça monte, ça descend. Les marches sont toutes d'égale hauteur,
et le piano nous dit quelquefois là où il faut aller. Ce n'est pas un instrument très conceptuel, le piano. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je l'entends. Un piano, c'est là. Il arrive qu'on puisse l'oublier, mais lui, il ne vous oublie jamais. À chaque fois, c'est qu'il a des coquetteries, cet instrument. Vous me direz, oui, tous les instruments sont ainsi. Oui, mais non, pas tout à fait. Tout d'abord, le piano est très pensé. Je veux dire, il est déjà pensé par tout le monde. Tout le monde a un avis sur le piano et tout le monde sait ce qu'est un piano. Tout le monde a déjà touché un piano. Il y a des pianos partout, et même là où personne ne sait jouer du piano. Et même où personne n'a envie de jouer du piano, et même chez des gens qui n'aiment pas le piano. Un piano, c'est aussi un meuble. Et ça peut n'être qu'un meuble. Et puis, il y a la musique de piano. Tout le monde a une idée là-dessus aussi. Il y a de la musique de piano partout. Et tout le monde sait ce qu'est la musique de piano. Et je suis même certain qu'à la vue de ce piano, là, sur cette scène, en tout cas, elle le devient immédiatement. L'image de ce piano vous rassure un peu. Et puis, il y a l'histoire. L'histoire de la musique pour piano. Et les compositeurs de piano. Un compositeur, dans l'imaginaire collectif, c'est d'abord quelqu'un au piano, souvent la nuit ou le matin très tôt, ce qui est souvent la même chose, avec des pages de musique qui volent tout autour. Ben oui, on peut écrire la musique comme ça. On rêve au piano, on pense, on dépense, et ça éclabousse de partout. Pensez à Chopin. Quand il n'avait pas de piano, Chopin se lamentait. À Majorque, mélancolique, il attend son piano. Mon piano n'est pas encore arrivé. Comment l'avez-vous envoyé? Par Marseille ou par Perpignan? Je rêve musique, mais je n'en fais pas parce qu'ici, on n'a pas de piano. Pensez à Liszt, les images avec piano, les plus folles abondent. À Wagner, qui en 1858, de Venise, fait traîner par-dessus les Alpes le piano que lui a offert la veuve Érard. Probablement à Dodane. Pensez à Stravinsky, qui attendait la fermeture du Harrisbar, également à Venise, pour écrire le Canticum Sacrum, ou Agon, ou Requiem Cantique, je ne sais plus. Alors comment on fait? Comment faire? Moi, j'écris à table. J'ai le piano dans la tête et les questions qui vont avec. Les problèmes viennent après. Et j'écris pour le piano, mais on écrit comment pour le piano? Eh bien, comme d'habitude, dans le fond. Comme lorsqu'il ne s'agit pas de piano. Il faut bien s'arranger pour que ça continue. Mais là, tout était différent. Et comme je vous le disais plus haut, j'ai commencé avec des fragments, des fractions, des parcelles de choses en vrac, des bouts, des débris divisés par des miettes. Je me souviens que mon premier choc, celui par lequel j'ai jugé qu'un chemin d'accès était possible, fut lorsque je tournais les pages à Alain Planès, autre grand pianiste et grand ami, pour un concert Janáček au tout début des années 90. J'adore cette musique et aussi Alain Planès lorsqu'il joue Janáček. Et j'adore aussi tourner les pages à Alain Planès. Donc, il jouait Janáček. Et puis, à un instant, Alain a joué, je ne sais plus quelle œuvre, c'était peut-être Dans les brumes ou la sonate, mais à un moment, il joua une octave. C'était énorme. Le son était énorme, absolument phénoménal. Quand on tourne les pages, on est très proche du piano et on ne se rend pas bien compte de loin, comme ça sonne fort à un piano. Mais tout près, c'était vraiment énorme. C'était comme une reconstitution de mon corps et de ma mémoire dans ce moment-là. À cet instant, j'ai compris. Voilà, j'ai entendu le son, mon son. C'était une porte, en fait. Et évidemment, je connaissais fort bien l'intérêt des octaves. J'adore les octaves et je m'en sers très souvent à l'orchestre. Je ne considère pas l'octave comme un intervalle qu'il est nécessaire d'éviter, comme ce fut le cas dans la musique sérielle, qui par ailleurs avait des raisons bien légitimes d'éviter cet intervalle, véritable diabolus in musica du système. Mais cette octave-là, celle de Janáček, celle d'Alain Planès, étaient toutes différentes. C'était comme un corps nouveau, comme un son qui, enfin, pouvait retourner au corps. Ce n'était pas qu'un intervalle. C'est presque trop simple, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça que j'ai eu envie vraiment d'écrire pour le piano. C'était
comme une ressouvenance du corps projeté, et c'est pour ça, la première fois que j'ai écrit pour le piano, c'était un trio avec violon et violoncelle, une manière d'éviter d'écrire pour un piano seul. C'est pour ça que mon piano commence par une octave. Enfin, pas vraiment une octave, on va le voir, parce qu'il y a aussi une septième. C'est un peu plus court. Mais bon, globalement, ça se passe dans une octave. C'est-à-dire que je cherche, par ce geste, à récupérer le maximum de résonance possible grâce à cet intervalle. Oui, mais la septième, eh bien, la septième, elle dévie l'espace harmonique de cette octave en la vrillant sur elle-même. Elle la gauchit une fois encore, elle introduit une résonance parasite. C'est une pointe, un apex, c'est aussi un pli dans le son. C'est une forme. C'est un geste en forme de forme. Ça veut dire aussi, ça y est, je commence, et j'ai commencé. C'est comme ça que ça commence. Et là, je vais vous faire entendre... Vanessa, tu peux maintenant aller t'asseoir peut-être. Je te rappellerai. Vous voyez cette petite intervalle comme ça, ce petit geste, cette crispation, est devenu en fait la cellule mère d'un trio assez long qui s'appelle le trio Rombach, pour des raisons qui tiennent absolument pas à Bach. J'ai appelé ce trio le Rombach. Je me permets d'en parler un peu parce que la semaine prochaine, j'y reviendrai. C'est le nom d'un village où j'aime aller en vacances dans les Vosges. Et donc, voici le tout début de ce trio. Donc voici le début de ce trio. J'y reviendrai sur une question pour des questions tout à fait différentes la semaine prochaine. Mais je tenais à vous faire entendre ça parce que, au fond, on l'abordera plus tard. La question de la contraction, en fait, va produire la forme dans le trio. C'est-à-dire le geste quasi spasmodique de cet début de forme devient en fait le processus génératif, quoi. Alors après, dans cette musique, il y a encore des fragments et des petits palimpsestes. C'est comme des bribes, bien sûr, mais qui s'accouplent et se relient entre elles très vite. À la fin, ça fait une forme. Mais je ne vais pas parler de ce trio aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, de toutes les façons, il faudra bien y revenir. Ce sera la semaine prochaine. Non, je veux parler juste du piano seul. Parce que lorsque j'ai écrit ce trio, vous comprenez, j'avais résolu pour moi une partie, en tout cas une moitié de la question, mais pas l'autre moitié du problème. Être seul avec un piano. Alors aujourd'hui, à présent que je l'ai fait, eh bien, c'est merveilleux parce que je n'ai ni le sentiment d'avoir résolu la question, en tout cas ni la deuxième moitié, ni même la première moitié du problème ou vice-versa. C'est évidemment beaucoup plus gai. À cet égard, vous aurez remarqué que j'emploie souvent le mot de question, tout autant, quoique un peu moins, que celui de problème. Eh bien, c'est vrai, il y a quelque chose qui relie ces deux mots,
de la même question au même problème. Je ne parle jamais de réponse. À la vérité, je réponds rarement aux questions. Enfin, si, je réponds, mais je ne donne jamais la réponse que l'on attend, excepté si elle devient à son tour la bonne question d'un bon problème. C'est ainsi, j'aime les questions, et je fais toujours quelque chose. Mais non, je ne suis pas perdu. Vous allez voir, je reviens au piano. J'ai dérivé, mais je reviens. Parce que lorsqu'on compose, on digresse ainsi. Une chose, on appelle une autre, et puis vous changez d'avis, vous bifurquez. J'ai abordé ces questions dans les cours précédents, dériver, souvenez-vous, dévier. Donc il y a eu des fragments. Voilà d'abord des fragments. Penser, c'est ajuster et relier. Il faut sans cesse détourer, puis rejoindre, accoler, disposer ces fragments, ces bouts, ces parcelles de choses qu'on pense. Je vais à présent vous montrer un document. Donc les fragments, les bribes de choses, les miettes. Vous voyez ici un document que j'ai isolé des 7 manuscrits, des 7 études. Il y a 7 études, je ne vous l'avais pas dit. Encore une fois, le chiffre 7. De mémoire, je pense que celle-ci est la première, celle-ci n'est pas la deuxième en tout cas. Mais vous voyez, il y a 7 petits parcours, 7 zones de travail, avec des petits signes un petit peu particuliers. Vous voyez ici, on a une note, le si bécard, le sol dièse qui est en rouge, avec entouré en pointillé. Ici, on a aussi des notes rouges, mais avec une flèche bleue ou prétendue telle. Ici, on a des choses vertes avec des petits pointillés qui les relient. Et ici, on a des numéros même, quelquefois. Vous voyez le chiffre 7. Ici, on a encore une fois un système plus complexe, puisqu'on a 3 portées. Il peu importe que vous lisez, que ça sachiez lire ou pas lire la musique. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a comme une petite topologie qui se passe là, vous voyez, avec des petites choses qui sont encadrées. Tous ces éléments ont une signification très particulière dans mon travail et signifient des micro-réseaux, des espaces diagonales, je vous en ai déjà parlé, des systèmes de projection d'un monde à l'autre. Alors ça, c'est du matériel brut. Et après, il faut le relier, c'est comme les éléments d'une... On donne souvent la métaphore, mais disons que les cuisiniers me comprendront. Adorno disait « la musique, c'est ce qui relie ». Ces petits espaces sans détermination temporelle sont des zones d'activité, c'est-à-dire que la musique va se déployer dans ces relations harmoniques toutes reliées entre elles par des réseaux clandestins. Ces zones ne sont pas préalables à la composition des 7 études, comme je le prétendais tout à l'heure, mais peut-être. Elles sont quelquefois nées et ajustées au fur et à mesure de la composition, donc, et ou induites par l'étude précédente et déformées au cours du temps de la composition par des retours et des allées continuelles. Il y a donc 7 zones qui ont engendré 7 études. Voici les dates de leur composition. Alors, vous voyez l'étude pour piano numéro 1, 12 juin 1998, 19 novembre 1998. Étude numéro 2, 29 mai 1998. C'était mon anniversaire. J'ai beaucoup fait de choses le 29 mai. Commencer des pièces et finir aussi. Pourquoi j'ai mis ces 2 notes en rouge? C'est parce qu'en fait, la vraie date de départ, c'est là, et la vraie date d'arrivée, c'est ici, n'est-ce pas? Ça vous permet de voir d'un simple coup d'œil que la temporalité de la composition n'est pas chronologique à l'ordre, naturellement. Il y a des choses qui commencent après, mais comme celle-ci, vous voyez, je commence la 2, et paf, tout de suite, je me mets à faire la 1. Il y a un examen un peu comme ça, rapide. Les durées, ce sont les durées de l'enregistrement sur le disque, donc elles sont approximatives, évidemment. Il faut dire que la pièce ne doit pas durer, par exemple, 9 minutes 47. Là, ici, on est le 9 avril 99, ça va assez vite. Le juillet
Je termine le mois de juillet. Alors évidemment, ça, ce n'est pas nécessairement aussi des temps de travail exclusifs. Ça se passe pendant autre chose. On voit donc que les dates sont éloignées, qu'elles ne sont pas chronologiques. Donc, hein, très important, parce que je parlerai tout à l'heure d'un autre projet où les choses avancent comme ça. Il faut que je précise que ces pièces de piano ont été ce que j'appelle des musiques de voyage, composées la plupart du temps quand je suis à l'étranger, dans les hôtels, les trains et même les avions. Ainsi, entre des fractions de pièces plus importantes. Et c'était le cas parce que pendant ces années-là, j'étais principalement attablé à mon opéra Perella Uomo di Fumo pour l'Opéra Bastille, dont la rédaction m'occupa de 1998 également à 2001. C'est exactement la même période que la composition des études, à peu près. Bien des matériaux qui traversent cet opéra Perella se retrouvent dans les études et vice-versa. J'ai toujours pensé que pour bien comprendre cet opéra, il fallait d'abord intégrer une compréhension formelle des études, et en particulier harmonique. On entendra plus tard un exemple, je crois, assez éloquent à cet égard. Alors d'abord les fragments, comme une fractalisation de l'univers du petit son vers la grande forme. Oui, fractal. C'est-à-dire que les dimensions s'amenuisent et se réduisent en se reproduisant et en s'agrandissant par le même et à l'infini. Mais en musique, l'infini, c'est pas vraiment intéressant. L'infini, c'est pour ceux qui ne veulent surtout jamais se confronter au faire. Penser à l'infini, c'est repousser mentalement les limites du possible, certes, mais c'est peut-être surtout s'arranger pour ne pas le faire. Avec l'infini, vous ne réglez rien, pas même le fini qui n'a pourtant rien à voir avec l'infini, enfin que les philosophes me pardonnent. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Il ne sert à rien de spéculer sur l'infini. Le fini en face de l'infini. Oui, je sais, tout ça, ce sont des métaphores, mais moi j'aime les métaphores. La métaphore est souvent ce qui permet de façonner des concepts nouveaux. La langue libère ainsi des mots qui permettent un accès à ce qui est à dire, ce qu'on voudrait dire, et qui ne l'a encore jamais été peut-être. La métaphore est aussi un concept et permet de rendre compte du fait que telle analogie se prête à plusieurs lectures en fonction des parcours dans lesquels elle souhaite s'inscrire. Ainsi, la référence subite au fractal est aussi une métaphore. Vous voyez, je ne suis pas perdu. Alors, fractaliser la forme. Cela voulait dire juste penser la forme dans sa division, mais aussi l'extendre. Vous comprenez? J'utilise souvent ce mot, c'est un mot très ancien. Pensez à ma pièce Extenso, que certains ici ont sans doute écouté la semaine dernière, et même la semaine d'avant, je crois. J'aime ce mot extendre parce qu'il indique l'idée de tendre vers l'extérieur. C'est mieux qu'étendre, non? Qui est simplement allongé. Alors dans les fractales, il y a cette notion d'extension dont je ne cesse pas de me préoccuper, comme une métaphore en sous-texte. La forme s'accroît d'elle-même par une reproduction de sa propre division. Les fractales sont une famille de formes. C'est un néologisme forgé par le mathématicien Benoît Mandelbrot en 1975, à partir du latin fractus, qui dérive lui-même du mot frangere, je le dis un peu à l'italienne, casser, mettre en pièces, briser en fragments irréguliers. Fractal signifie donc fragmenté, sectionné, interrompu. D'une façon générale, la théorie du fractal est une théorie du brisé, du fracturé, donc, de l'épars, ou encore du grainé, du poreux, de l'enchevêtré. Les formes dont elle traite se caractérisent par une complexité intrinsèque qui se manifeste par toutes les échelles d'observation. J'ai découvert les fractales à peu près au même moment que la morphogénèse de René Thom, dont j'ai beaucoup parlé la semaine dernière. J'avais une vingtaine d'années. Je rappelle que je ne suis guère un mathématicien, mais ces théories que l'on pourrait qualifier toutes deux d'observation me fascinèrent, parce que les figures fractales sont soit extrêmement irrégulières, soit extrêmement interrompues ou fragmentées, quelle que soit l'échelle d'observation. La théorie des fractales a eu quelques succès, et encore aujourd'hui auprès de certains compositeurs,
dont le plus étonnant fut à mon sens l'espagnol Francisco Guerrero, qui passa l'essentiel de sa trop courte vie, il est mort à 46 ans, en 97, c'était un immense ami, à explorer systématiquement la théorie des fractales appliquée à la composition musicale. Pour revenir sur Guerrero, je pense que quelquefois qu'il en est mort, vraiment. Et ce n'est pas un jeu de mots. Ce succès parmi les compositeurs, donc, tient sans doute au fait que la théorie des fractales interpelle de façon extrêmement pertinente et figurée le concept de dimension, d'intervalle et de temps chez les musiciens. Ainsi, lorsqu'un musicien joue 4 notes d'égale durée, qu'il les joue 2 fois plus vite, il crée sans le savoir un processus fractal parce qu'il reproduit à l'identique le phénomène en doublant sa vitesse par une simple division. Je conviens que c'est le degré 0 du processus, naturellement. Mais l'objet devient la même chose, et puis aussi tout autre. C'est peut-être juste fractalement, mais pour un musicien, ce n'est plus du tout la même chose. On reste tout proche de la théorie, mais on s'en éloigne définitivement du même coup, parce que le lieu de la réflexion et du geste ne sont plus les mêmes. Et cela m'intéresse beaucoup, car il n'en reste plus que la métaphore. Alors vous voyez, ça, c'est le genre de choses que je crois et avec lequel je travaille. Et comme je suis au Collège de France, j'ai néanmoins vérifié auprès d'un mathématicien, Gabriel Ruget, qui me fait la réponse suivante. Cher Pascal Dussapin, de mon point de vue, vous seriez plus près du phénomène fractal si vous preniez une mesure musicale, si vous l'étaliez sur 2 mesures et si ensuite vous repliez le résultat de façon ou d'une autre sur la mesure initiale, en allant 2 fois en avant ou en rebroussant chemin, arrivé à mi-parcours. Cher Monsieur Ruget, je vous remercie de votre réponse si précise et tellement pertinente. Si vous me le permettez, j'aimerais citer une partie de votre réponse dans mon cours du 9 mars, car je trouve intéressant la distance que vous placez immédiatement par votre réponse à ma question. J'aimerais donc la citer comme limite et comme paradoxe au transfert de modèles que j'opère. Cher Pascal Dussapin, je me suis un peu repenti de ma réponse trop rapide. J'ai sauté une étape, considérant non pas l'aspect fractal, mais le mode générique de production de la fractalité, comme comportement limite. Et là, M. Ruget met entre parenthèses un mot très important, il met l'attracteur, donc comme comportement limite d'une dynamique chaotique. Le processus que vous décriviez se référait plutôt à l'aspect et, à vrai dire, la procédure que je vous ai suggérée n'en est qu'une sorte d'inverse. La limite au transfert de modèle existe bien, en effet. Si l'on itère de nombreuses fois un processus qui dilate localement le temps, c'est des caractéristiques de ce processus lui-même que vont dépendre les durées du motif final, bien plutôt que des durées du motif initial, ce qui laisserait tout de même prise à l'art du compositeur. Bien sûr, vous pouvez évoquer ma réponse et mes scrupules aussi. J'ai beaucoup aimé cet échange de courrier. Très agréable, monsieur. Les images de fractales sont très célèbres et animent en fond d'écran probablement la moitié des ordinateurs de la planète. Mais comme beaucoup, j'ai adoré rêver sur les fractales, plus exactement sur ce concept de dimension dont je vous parlais, et qui a animé chez moi ces méditations très particulières sur la question de la division et du fragmenté, comme j'initiais ce paragraphe. Je vais vous montrer quelques images de fractales, puisque tout le monde les connaît, en tout cas sans le savoir. On a d'abord une forme fractale très simple, parce que tout à l'heure, dans mon premier exemple, quand je parlais des 4 notes du musicien, il s'agissait au fond que d'une division de croches à double croche. 1, 2, 3, 4, tac, 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 tac. Vous voyez, c'est-à-dire quelque chose où on passe du simple au double. La question des fractales, je m'excuse s'il y a des... J'ai entendu M. Zinc me dire l'autre jour quelque chose qu'on lui avait dit lorsqu'il est arrivé au Collège de France, que
faites attention, quand vous parlez d'un sujet au Collège de France, il y a toujours quelqu'un dans la salle qui connaît mieux le sujet que vous. J'ai trouvé ça magnifique. Donc, je m'excuse auprès de cette personne qui est nécessairement là. Mais, vous voyez, donc, il suffit juste de comprendre qu'il y a des segments de, disons, on partirait de cette figure-là, et que par division, vous voyez, à chaque fois on la divise, et dans cette binarité, comme ça, arborescente, enfin, si on peut dire, elle se reproduit à l'infini, de plus en plus petit, tout en s'excroissant. Ce qui est beau, c'est qu'il y a un phénomène de division et un phénomène d'excroissance perpétuelle. Donc là, on a un très joli arbre que j'ai trouvé, donc où le processus est le même, mais où on voit de façon, je dirais, plus poétique la question de la division. C'est déjà presque une interprétation graphique. Et ensuite, je vais vous montrer une forme fractale déjà beaucoup plus complexe, dont vous pouvez imaginer le mouvement, en fait, et de façon continue, ces formes s'accroissent et s'excroissent et s'extendent et produisent des merveilleuses images de ce genre. Alors évidemment, là, il s'agit de processus fractales un petit peu différents à chaque fois. Celui-là, il est très fleuri. Vous voyez, ici, c'était une image qui était en mouvement que j'ai trouvée, mais celle-là, elle est amusante parce qu'elle était en 3 dimensions. C'est-à-dire que vous aviez une accroissance de la forme dans un espace 3D. Les fractales possèdent des dimensions similaires donc à n'importe quelle échelle, qu'elle soit grande ou petite. Ils sont absolument rétifs à la description géométrique traditionnelle parce que trop irréguliers. En effet, le tout est semblable à la partie. Les mathématiciens nomment les fractales ce qui est autosimilaire. Mais ce que j'ai aimé par-dessus tout dans les fractales, c'est qu'ils sont au fond des figures de style métonymique. Mais je n'ai jamais utilisé dans ma musique quoi que ce soit qui venait de cette théorie. Ainsi, cela m'amène à la question suivante. Comment peut-on rester au plus près d'un modèle et n'en retenir ou n'être activé mentalement ou imaginativement que par une image dégradée par l'interprétation que nous en faisons? Et c'est pour cette raison que je vous ai parlé si longuement des fractales, car je voudrais encore une fois préciser ma position sur la question des modèles dans les sciences. Je ne voudrais guère figurer dans une catégorie de compositeurs pratiquant l'art-science, dans lesquels je ne crois plus guère, comme je l'ai dit sous-entendu dans ma leçon inaugurale. Même si je puis dire que je connais bien cette question, pour l'avoir abordée très jeune, il est vrai, mais 4 ans durant, auprès de Xenakis. Mais Xenakis lui-même, j'ai mis très longtemps à le découvrir, n'en était pas non plus un adepte autoritaire. Xenakis était un créateur avant d'être un musicien, et un musicien avant d'être un scientifique, même si aujourd'hui, quelques technologues musicographes se gaussent de lui avec une morgue qui, quelquefois, me fait froid dans le dos. Ce qui me passionnait chez Xenakis, c'était la force avec laquelle tout chez lui traversait des sciences à l'art. C'est très différent, et cela n'a rien à voir avec l'inquisition mise en place par certains agents de la circulation de l'histoire musicale. C'est sans doute ainsi que cette question-là, car ça c'est vraiment une question, est parvenue jusqu'à moi dans les limites qui sont les miennes. Mais cet intérêt pour les questions scientifiques, ou plus exactement, et vous l'avez compris, quelques chapitres assez intrigants comme la morphogénèse ou les fractales, qui par ailleurs n'intéressaient pas du tout Xenakis, possèdent à mon sens une très grande puissance de suggestion édificatrice, mais aussi poétique. Un artiste s'attache à ses intuitions, ses inspirations. C'est toute une poétique, en fait, qui le submerge lorsqu'il voit, sent, découvre quelque chose. Et puis, le mécanisme créatif se déplie inexorablement vers le travail, l'œuvre, comme disent les spécialistes.
Mais retracer une généalogie de la construction d'une œuvre est à mon sens tout à fait impossible. Décrire un contexte de création, oui, c'est possible. Et ce paragraphe sur les fractales, sans doute, le prouve un peu, mais c'est aussi dangereux, particulièrement chez les musiciens où tout prend corps immédiatement. Les musiciens sont des gens précis. La musicologie aussi, mais elle est plus accablante pour celui qui la pratique parce qu'elle est en partie, tout du moins, détenue par l'histoire. C'est aussi une science et à ce titre redevable de procédures exactes. Ce n'est pas le cas pour un compositeur pour lequel la musique est d'abord l'histoire en train de se faire, ce qui n'est pas du tout la même chose. En revanche, le moindre mot, la moindre référence auquel celui-ci se livre, je veux parler du compositeur, peut se parer des atours de la bénédiction ou de l'onction. J'ai toujours refusé ça, car je considère que créer n'est pas évangéliser, malgré les apparences. Alors je suis revenu à Deleuze sur cette question. Ce qui se conserve, la chose ou l'œuvre d'art est un bloc de sensations, c'est-à-dire un composé de percepts et d'affects. Les percepts ne sont plus des perceptions, ils sont indépendants d'un état de ceux qui les éprouvent. Les affects ne sont plus des sentiments ou affections, ils débordent de la force de ceux qui passent par eux. Les sensations, percepts et affects sont des êtres qui valent par eux-mêmes et excèdent tout vécu. Ils sont en l'absence de l'homme, peut-on dire, parce que l'homme, tel qu'il est pris dans la pierre, sur la toile ou le long des mots, est lui-même un composé de percepts ou d'affects. L'œuvre d'art est un être de sensations et rien d'autre. Elle existe en soi. Les accords sont des affects. Consonants et dissonants, les accords de ton ou de couleur sont les affects de musique ou de peinture. Rameau soulignait l'identité de l'accord et de l'affect. L'artiste crée des blocs de percepts et d'affects, mais la seule loi de la création, c'est que le composé doit tenir tout seul, que l'artiste le fasse tenir debout tout seul. C'est le plus difficile. Il faut parfois beaucoup d'invraisemblance géométrique, d'imperfection physique, d'anomalies organiques du point de vue d'un modèle supposé, du point de vue des perceptions et affections vécues. Mais ces sublimes erreurs, nous dit Deleuze, accèdent à la nécessité de l'art si ce sont les moyens intérieurs de tenir debout, ou assis, ou couché. Il y a une possibilité picturale qui n'a rien à voir avec la possibilité physique et qui donne aux postures les plus acrobatiques la force d'être d'aplomb. En revanche, tant d'œuvres qui prétendent à l'art ne tiennent pas debout un seul instant. Tenir debout tout seul, ce n'est pas avoir un haut et un bas, ce n'est pas être droit, car les maisons sont saoules et de guingois. C'est seulement l'acte par lequel le composé de sensations créé se conserve en lui-même. Qu'est-ce que la philosophie ? Chapitre 7. Gilles Deleuze. Alors, c'est un peu comme ce texte. Je lis, ou plutôt je semble lire. Là aussi, il y a des affects et des percepts, mais je fais peut-être semblant de lire. Ou alors j'ai quelques notes et j'improvise autour. Vous ne pouvez pas le savoir, même si je vous soupçonne de le savoir. Peut-être tout est écrit, même les hésitations, les détours, les virgules, et les parenthèses de la pensée qui rôdent comme elle peut. Mais peut-être pas. Ce qui est certain, c'est que ça passe, et que ça se passe comme ça. C'est le flux. En revanche, il y a quelque chose qui se construit. Ça tourne et ça retourne. Souvent, vous pouvez avoir le sentiment que je m'écarte du chemin que je trace avec les mots. Oui, quelquefois, ça s'écarte. Par exemple, quand je parle de mon opéra, vous savez bien maintenant que c'est ça, la chose en cours, la chose en train de se faire. Mais je ne peux pas vous faire entendre ça, et à peine vous en parler. Et pourtant, au détour d'une question, je vous en parle, parce que c'est ça qui m'occupe, même si j'ai un peu de mal à m'en occuper, parce que
je dois dire, vous m'occupez beaucoup et que ce n'est pas si simple de composer lorsqu'on est professeur au Collège de France. Alors je maintiens les questions de cet opéra en les formulant comme je peux, mais sans cesse. Je me dis, tiens, ça me fait penser à Passion et aussi, tiens, ce contexte théorique-là me renvoie à la situation littéraire de cet opéra. Et je fais des liens, je relis, je crée des relations. Sans cesse, les choses de cet opéra se relient de façon quelquefois incongrue à une réflexion qui semble totalement exogène à mon propos en cours. Mais au fond, ce n'est pas vrai. Tout est relié, et je recommence dans l'autre sens, je traverse, tout ça, ça se traverse, etc. Alors je fais des boucles, des courbes, j'ondule, je reviens, je m'éloigne, je m'en vais. Mais un texte, tout comme une partition, ne se construit pas dans ses propositions sur une ligne droite. Tout ça, c'est pas droit. Par exemple, ce que je semble lire, mais peut-être que je suis en train de lire, eh bien, peut-être ça s'est fait avec des allers et retours, des coupés, des collés, des inversions de paragraphes, peut-être. Ça s'est fait comme ça, ce texte, que je fais semblant de lire, avec des choses avant qui sont lues après. Et puis, il y a eu des insertions d'autres choses, des improvisations qui viennent là-dedans, comme ça, presque par hasard. Je pense, j'ai pensé, tiens, mettre ça ici et ça là. Il faut bien que ça tienne debout, tout seul. Et voilà, les études sont construites comme ça. Tel bout de ceci fut collé plus tard, et ce qui était là s'est retrouvé là et revenu ici, etc. C'est un sentier de forêt, avec d'autres sentiers sur le côté. On est un peu perdu toujours dans la forêt, n'est-ce pas? On y est toujours envahi par quelque chose, et surtout par l'idée qu'on se fait du chemin à prendre, mais aussi par les sentiments que l'on a, des sentiments qui s'emparent de nous à ce sentiment-là, et à ce moment-là surtout. Ce sont des affects. Mais ce sont peut-être aussi des percepts. La joie d'être là, l'air, le parfum des bois, la mousse, les sons, les oiseaux, les branches qui craquent, les bestioles, tout ça. C'est apaisant, on respire, on se sent bien. C'est en dehors de nous et tout se relie en nous. Et alors cela redevient aussi des affects. Ou alors on s'inquiète dans la forêt, on a peur, on se dit c'est quoi ce son? C'est humide, on n'y voit déjà plus rien, c'est bientôt la nuit, et je serai tout seul, perdu au milieu de la forêt. On a peur du loup, en somme. Alors on regarde le ciel, on cherche où va la lumière, une clairière pour se rassurer, et à toutes jambes on fuit la forêt. Mais on vient toujours dans la forêt, parce qu'on aime être bien, ou parce qu'on aime avoir un peu peur. Et c'est peut-être la même chose. Mais nous savons bien qu'appréhender le monde n'est pas nécessairement le concevoir. Voilà, on bâtit des concepts avec tout ça. Et voilà comment un artiste se donne le sentiment de maîtriser un peu le monde, ou tout du moins le sien. Et même si je m'obstine toujours à dire que je ne commence pas et que je continue, que j'aime à commencer une pièce quand je ne sais rien d'elle, c'est-à-dire quand je sais que je suis déjà arrivé au point d'inconnaissance de la pièce elle-même, je sais bien que c'est un affect déguisé en concept. Le flux ne se repère pas dans la connaissance de son trajet, mais dans la persuasion de son errance. Ce n'est pas un objet extérieur à moi-même, ça, mais c'est pourtant ça qui continue. Par exemple, et avant même de vous parler des études, je peux vous dire que je continue à composer d'autres pièces pour le piano. En fait, je suis en train de composer à nouveau pour le piano. C'est un nouveau cycle, quelque chose qui m'occupe de temps en temps à côté de cet opéra, cet autre opéra en train de se faire. Mais vous voyez, je ne sais pas, moi, grand-chose de ce cycle en train de se faire de temps en temps. Voilà, c'est un cycle en train de se faire de temps en temps. Mais je le fais. J'ai quand même écrit 7 pièces, encore 7, assez courtes, que j'ai intitulées provisoirement « Prélude ». Alors, on va croire que je traite de la question des préludes, comme chez Chopin ou Debussy. Mais non, prélude, ce n'est pas un titre, c'est juste la situation dans laquelle je me trouve, c'est-à-dire avant quelque chose. Prélude, ça vient du latin prae, qui veut signifier ce qui précède, et de ludo, qui veut dire jouer. Alors voilà, ce ne sera pas le titre de ce cycle, c'est juste le moment dans lequel je suis, et ça pourrait durer quelques années. Et ça fait déjà quelques années que ça dure.
C'est ça, il y a quelque chose qui précède à jouer, quelque chose dont je ne sais presque rien. En prélude au prélude, je fais des plans pour conceptualiser cet ensemble, et puis je les jette, parce que ce n'est pas comme ça que ça va marcher, cette histoire de prélude. Ce ne sera pas comme avec les études. Ce sera un tout autre jeu, souvenez-vous, le jeu. Alors, par exemple, je me dis, je pense à 24 pièces. Tiens, c'est pas mal, 24 pièces. C'est aussi un bon chiffre. Mais on pensera tout de suite à Bach ou à Chopin. Alors j'ai pensé à 33, mais alors là, c'est vraiment pas possible. On va dire que ce compositeur-là, vraiment, mais pour qui se prend-il à rivaliser comme ça avec le chiffre symbole des variations diabellides, Beethoven, qui, comme vous le savez, c'est au nombre de 33. Non, 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 je ne peux pas. Alors j'ai pensé à faire 17. Tiens, je me dis, 17, c'est pas mal. Personne n'a fait ça, 17 pièces. Ou peut-être si, il doit bien y avoir quelqu'un qui a fait ça quelque part, mais je ne le sais pas. Bon, je me dis aussi, c'est peut-être pas non plus quelqu'un comme Bach ou Beethoven. Mais c'est pas comme ça qu'il faut penser, on ne pense pas comme ça. Le nombre doit intervenir et advenir de façon totalement différente. Il doit être le résultat de la forme et non le réceptacle dans lequel je mets la forme. Le contraire des études, en somme, pour lequel le chiffre 7 était décidé avant que j'écrive la moindre musique, puisqu'il était et est au centre de toutes mes préoccupations sur la morphogénèse. Alors je pense des choses bizarres. Mais est-il possible de faire tenir 33 sections dans 17 pièces? Ou alors 24 dans 7 Ou encore 13 dans 54, etc. Ben oui, c'est possible. Je peux le faire et je l'ai déjà fait. Je peux écrire un chiffre qui est à la tête d'un autre chiffre, mais tout ça, ça doit rester secret. Oui, un secret. Mais pas un secret ennuyeux comme les secrets le sont toujours. Les secrets, on le sait bien, ça n'est jamais vraiment intéressant non plus. Les secrets, c'est difficile à tenir. Personne ne les tient, en tout cas pas moi. Je ne sais jamais tenir un secret, moi. Du reste, vous le voyez bien, quand j'ai un secret, je dis c'est un secret. Et en général, je le répète, comme font les enfants. Ah non, je ne vous le dirai pas, c'est un secret. Il m'arrive de dire ça sur ma musique. Vous ne saurez pas, c'est secret. Je ne vous dirai pas comment c'est construit, alors je ne dis rien. Et les gens pensent qu'il y a quelque chose, qu'il y a un secret. Et vous savez, c'est ça le secret. Il n'y en a pas. Mais si je vous dis, il n'y a pas de secret, eh bien voilà, j'ai réussi. J'ai enfin un vrai secret, parce que vous ne pouvez savoir ni l'un ni l'autre. Mais puisqu'on ne saura pas s'il y a un secret, je peux en revanche vous expliquer des choses sur le comment ça se fait. Par exemple, dans ce nouveau cycle pour piano, ces préludes, je ne suis déjà plus certain de grand-chose. Marilyn Nankin, la pianiste américaine qui m'a commandé ces pièces, les a créées à Washington et New York, et les a récemment jouées à Paris au Festival d'automne. Mais aujourd'hui, je pense qu'il ne pourrait y avoir plus qu'une pièce. Je pense à tout relier, et puis n'en faire qu'une, et personne n'y verra rien. Non, personne n'y verra rien. Mais j'hésite. En fait, je ne sais pas. C'est excellent pour le projet, ça, mais je ne sais pas. Alors, comment ferais-je si je devais faire ça? Tout relier. Comment tout relier? Les 6 qui ont déjà été joués, puis celles qui n'ont pas été jouées, parce que j'en ai d'autres. Il y en a même une dont je me suis servi dans ma leçon inaugurale. Ça fait 7 pièces, tiens. Et il y en a même 3 ou 4 de plus, inédites, qui attendent. Alors voilà, on a donc un certain nombre de matériaux qui ont été pensés dans leurs entités respectives. Je vais vous montrer le même document que tout à l'heure, mais afférent aux études, aux préludes. Pardon. Les dates de composition. J'aime beaucoup observer les dates. Vous voyez, c'est pareil, on est reparti. 12 août 2004, 21 août 2004, 13 août 2004, 29 novembre 2004. Alors là, j'ai poussé le... J'allais dire l'hystérie. Assez loin, car chaque pièce porte le nom de son début et de sa fin.
Et c'est encore une fois la même chose. Ces pièces, vous voyez, leurs durées sont très différentes. 1 minute 15, 1 minute 15, 2 minutes, 2 minutes, 1 minute, 3 minutes, 1 minute 30. Toutes ces durées sont extrêmement irrégulières. J'ajoute que la confrontation au réel allongère singulièrement la durée globale, presque de 25 à 30%. Il est vrai que mes tempi dans ce projet sont redoutables, presque à la limite du possible pour ce tas de pièces, et qu'il est normal que le tempo humain, si je puis dire, reprenne le dessus. Je n'ai pas imposé l'ordre dans lequel jouer ces pièces. Il y a là comme un matériau disposé en étoile, un peu à la disposition du pianiste qui peut choisir ad libitum son ordre. Enfin, pour l'instant. Voilà, c'est comme ça. Je suis dans cette forêt-là. Mais le projet original, souvenez-vous, est beaucoup plus ambitieux. L'idée, si je puis encore employer ce mot, on sait bien depuis que je m'intéresse guère aux idées. C'est celle d'une longue durée, peut-être 30, 45, 60 minutes. Ces matériaux que vous n'entendrez pas sont à considérer comme des singularités discontinues, animées par des attracteurs divergents. Puis, tout est mis dans une boîte. Les mécanismes de ces singularités sont apparemment dissemblables, mais participent au même mouvement. C'est un peu comme une montre. J'adore les montres. Les montres, c'est très passionnant. Il y a plein de choses dedans qui semblent s'activer de manière contraire. Il y a des ressorts, des barillets, des échappements, des balanciers, des tirages de remontoirs, des aiguilles rattrapantes, des petits moteurs qui transforment une impulsion en une autre impulsion, des barrettes, des minutes à répétition, des pignons et des dispositifs complexes. Imaginez, pour annuler les écarts de marche dans les positions verticales, les horlogers appellent ça des tourbillons. Vous voyez des choses comme ça. Mais c'est encore une image métaphorique, car je ne connais rien à l'horlogerie. Mais j'aime ça, et j'aime cette idée de mouvement qui se contrarie, mais participe au même projet. Faire avancer tout ça pour que ça marche dans le bon sens. C'est une boîte avec un système dedans. Et alors, c'est presque naturellement que je reviendrai à la morphogénèse, la boîte avec le système dedans. Le mathématicien Christopher Zeeman, qui fut le premier lecteur attentif de René Thom et de son livre Stabilité structurelle et morphogénèse, a repris ces idées dans un cadre beaucoup plus général, celui de la théorie générale des systèmes. C'est l'idée que tout système peut être représenté comme une boîte noire avec des entrées et des sorties. On étudie la correspondance entre des entrées et des sorties, et par l'analyse de cette correspondance, on essaie de comprendre les mécanismes en œuvre dans la boîte. Cela indique d'ailleurs clairement que la théorie des catastrophes, sous sa forme la plus pure en quelque sorte, est bien une herméneutique. Elle n'a rien de démiurgique comme la physique. En physique, on dit il y a des lois, nous allons les découvrir. La théorie des catastrophes dit simplement il y a continuité des fonctions, de leurs dérivés. On peut par conséquent traiter l'objet comme un objet analytique et faire des diagrammes, des figures du type des singularités analytiques. C'est la philosophie sous-jacente. Pour en venir aux applications, Christopher Zeeman en propose une quantité considérable. L'agressivité du chien, dont j'ai parlé la semaine dernière, les crashs boursiers, les émeutes dans les prisons, l'analyse du comportement des pirates de l'air, les maladies maniaco-dépressives, en psychologie, en neurophysiologie, le battement du cœur, la propagation de l'influx nerveux. Tout cela peut être décrit par des modèles catastrophistes. Et sans doute, pourrions-nous y ajouter la musique. Alors, revenons au prélude. La règle du jeu de ce soir est que je ne peux guère disserter sur ces préludes, je n'ai pas d'enregistrement. Mais ce n'est pas si important, car en posant la question qui m'occupe aujourd'hui avec ces prétendus préludes, je vais enfin pouvoir m'engager dans un examen, si j'ose dire, critique de mes études. Donc j'y reviens. Je vais d'abord vous montrer quelques dessins.
Souvenez-vous, ces 7 petits fragments, n'est-ce pas, de tout à l'heure. Imaginez qu'ils soient 7 formes comme ça. Peu importe la forme qu'ils ont. Vous avez compris? Vous avez le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Cela n'a aucune importance, ça aurait pu être tout à fait différent, naturellement. Ce qui est important, c'est l'idée. Nous avons 7 formes différentes, 7 matériaux, ou alors 7 pièces qui existent, peu importe. Et des questions, de la même manière que je traçais tout à l'heure les relations qui existent entre les schémas harmoniques que je vous demande simplement de considérer d'un point de vue, si je puis dire, oculaire, exclusivement, comme des formes, comme des graphismes, parce qu'il n'est pas si important pour vous de comprendre, au fond, tous les systèmes de relations qui existent, car il en existe. Disons qu'ils sont secrets, mais vous savez ce que je pense des secrets maintenant. Revenons à nos formes. Vous voyez, c'est la même chose. Et voyez ce qui s'est passé là. Il y a eu des attracteurs un peu, avec des forces qui se sont mis à agir sur l'ensemble de la surface précédente. Vous voyez, il y avait des flux d'énergie. Ces flux, n'est-ce pas, se sont organisés et ont produit un bord à bord, dont j'ai beaucoup parlé la semaine dernière, entre ces formes qui, tout à coup, vont se compénétrer elles-mêmes, si je puis dire, comme vous voyez. Ici, j'ai essayé, évidemment, c'est un dessin à la main, donc il n'y a pas la précision, disons, géométrique qu'il conviendrait, mais peu importe, nous restons dans le domaine du concept. Vous voyez bien que cette forme passe sous une autre et repasse au-dessus, et en même temps va créer un autre espace de détermination, un autre bord à bord. Vous voyez, celle-ci est en dessous de ce matériau-là, elle n'est pas au-dessus, etc. Tout ça, évidemment, encore une fois, doit être entendu comme des métaphores. Et je continue. Vous voyez là, la forme est devenue des systèmes attractifs, détractifs même, puis je vous en parlerai tout à l'heure, continuent à faire plier cette forme par chocs successifs. Les matériaux musicaux vont à ce moment-là être absorbés l'un par rapport à l'autre, et c'est à ce stade du processus de la composition que, lorsque je disais tout à l'heure, les 7 formats harmoniques ne sont pas prédéterminés et intangibles, non, ils sont déformés, recréés au fur et à mesure, ils sont reproduits au sens du processus génératif, quoi. Ils sont créés, ils sont inventés, et ce système d'attraction permanente, je veux dire, peut produire une forme extrêmement complexe, c'est-à-dire que vous avez à cet instant, ici, si vous faites une analyse vraiment, vous voyez, à chaque fois j'ai pris la peine de garder les numéros, mais je ne me suis pas perdu dans le dessin. J'ai réinventé quelque part ce qui relevait du processus. À ce moment-là, ces formes rentrent comme ça en friction spasmée, si je puis dire, l'une dans l'autre, et éclatent, n'est-ce pas? Elles vont se exploser littéralement, se fractionner, se briser. Vous voyez, les bribes initiales en fait, du concept de base est à ce moment-là repris par le phénomène lui-même, au sens que vous partez d'un petit point qui organise des formes, la forme va à ce moment-là exploser et se dilater à tel point qu'elle est prise dans un mouvement. Vous voyez, les flèches maintenant s'éloignent dans l'autre sens, et jusqu'à la projection finale, qui au fond est une création de lignes, un petit peu comme dans un espace astéroïdien. Vous voyez. Donc, pourquoi ce dessin, dessin que j'appelle au fond du nom du processus, qui est le construire bord à bord. Et je voudrais maintenant... Eh bien voilà, Vanessa, tu vas venir vers nous encore. Et alors, j'ai fait une petite chose exprès pour vous, pour que les choses puissent évidemment avoir pour vous une réalité musicale. J'ai fait un petit, en reprenant mes notes de travail,
enfin celle que je n'avais pas perdue, disons, j'ai fait, sur une des études, donc il y en a 5, j'ai fait un petit catalogue assez, on va dire précis, hein, Vanessa, qui est en fait au fond à l'image de la théorie de la morphogénèse dont je me sers, et dont je me sers également pour la musique d'orchestre, j'en ai quelquefois parlé, ici même, sauf que dans le projet des études, il y a à chaque fois des noms très spécifiques. Par exemple, le bord, mais vous le connaissez, le dépli, hein, alors ça m'intéresse beaucoup, le dépli, et je rappelle que je suis dans une image métaphorique de la morphogénèse, un repli, un pli, une diagonale, une contraction, une extension, une détraction et une fronce. Et je vous remontrerai tout à l'heure le dessin de la fronce. Alors nous allons commencer par un bord. Ensuite, nous avons une contraction. Simple à comprendre. Après, ce sont évidemment des bribes, c'est des petits bouts de musique que je demande à Vanessa de jouer. Nous avons un repli. Ce repli, n'est-ce pas, est en fait la forme repliée d'un pli, qui lui va être exposé bien longtemps après. Nous avons après un bord, ce sera facile à comprendre, avec une contraction. Ensuite, nous avons à nouveau un repli. Ensuite, une contraction avec un ombilique. Vous entendez le son, en fait, qui s'enferme presque, mais qui en même temps se dilate. À l'inverse de cette pure contraction qu'on va entendre. Et là, nous avons un espace mixte, c'est-à-dire à droite un dépli, à la droite, je veux dire à la main droite, et à la main gauche une contraction. Tu peux jouer d'abord la contraction, par exemple. Et le dépli. Et les deux ensemble. Ensuite, une extension, un dépliement diagonal, c'est-à-dire que l'espace va changer. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là, de, je crois, le premier cours sur la question de la diagonale et de l'extension de gauche à droite, comme ça. Un espace derrière un autre, en plus le cours sur l'axonométrie et la perspective. Non, tu peux jouer jusque-là, en fait. Ou non, joue de là et jusqu'au repli, là. Pli. Très bien. Maintenant, fais-nous, ça c'est un terme un peu nouveau dont je vais parler, qui est la détraction. Parce que je suis beaucoup intéressé à cette notion. La détraction, c'est l'action de retrancher, la suppression. Chez moi, action de retirer ou de retenir le flux par une action sonore autoritaire. Par exemple, l'étude 4 est entièrement concise sur un système détractif. Est-ce que tu nous ferais quelques petites mesures de cette étude qui est absolument redoutable à jouer et que Vanessa joue extrêmement bien ?